partager des façons de faire la chose, hein. Donc, on aimerait bien faire ça. Maintenant, je vais essayer de présenter je dirais, ma présentation, ou là, mon fichier PPT. Alors, j'aimerais vérifier, s'il vous plaît, si vous avez le fichier devant vous. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait. On est sur Oui, le c'est plan bon. de thèse. Alors, aujourd'hui, on va voir le plan de thèse. Et cette partie-là, elle a été programmée à la fin et j'ai fait exprès de la programmer à la fin parce qu'on ne peut pas, je dirais, parler du plan de thèse sans parler d'un certain nombre de préalables, à savoir les objectifs du thésard, les motivations, le sujet de thèse, la problématique, le pilotage de la thèse, et puis on a décidé de faire ça dans un quatrième point. Pourquoi? Parce que le plan de thèse, il va dépendre de ces éléments qu'on a vus dans les séances passées. Alors, donc, lorsqu'un doctorant s'inscrit, ou lorsqu'une personne s'inscrit en doctorat, la première chose à laquelle il pense, c'est quel est le sujet sur lequel il va travailler. Bien sûr, lorsqu'on postule au doctorat, on a un projet de thèse, donc on a un sujet qu'on défend et on présente un projet à notre CEDOC. Et dans ce projet-là, on doit dire quel est le sujet et on doit dire quelle est la problématique. Et également, on dit quel est le plan à suivre. Mais est-ce que c'est des choses vraiment qu'on vise faire? Oui. Bon, il y a un sujet peut-être qui nous impressionne, il y a un sujet qui nous plaît. Je postule mon projet avec, là, je fais je lance ma candidature en utilisant ce projet. Mais moi, je dirais que la majorité des doctorants, soit ils changent le sujet la première année après l'inscription effectivement au doctorat. Donc là où la relation commence avec le directeur de thèse, c'est là où le travail commence. Et lorsqu'on commence le travail, donc dans dans la majorité des cas, on change je dirais, le projet, hein, qu'on a utilisé au départ. Moi, j'ai dû changer mon projet de thèse, je dirais trois fois, effectivement, dans la première année. Donc, j'ai postulé avec un projet. En fin de compte, j'ai changé vers un autre sujet de thèse. Et puis, j'ai pu également délimiter à la fin mon sujet de thèse plus. Donc, il y a toujours des changements. Alors, le plan de thèse, quand est-ce que je vais l'élaborer? Comment je vais le faire? Est-ce qu'il y a un plan de thèse type? Est-ce qu'il y a un modèle type? Est-ce que le plan de thèse, c'est quelque chose qui est figé, qui est fixe, ou bien ça change? Bien sûr, ça change. Est-ce que le même plan de thèse, je vais le maintenir à la fin? Non, pas nécessairement. Donc, on change, on change. Donc, c'est itératif. Ça change tout le temps en fonction de l'avancement de la lecture, en fonction de l'avancement dans les relations, de l'avancement dans les contacts des gens. Quand est-ce que je vais faire le plan de thèse? Est-ce que c'est la première année? Est-ce que c'est la deuxième année? Moi, je dirais qu'il n'y a pas une réponse. Vous pouvez faire un plan de thèse en première année, pourquoi pas. Choisir un sujet, choisir une problématique durant les 6 premiers mois, par exemple, de thèse. Les 6 premiers mois après l'inscription, je cherche à trouver un sujet, je cherche à trouver une problématique et puis une question centrale de recherche. Et en fonction de ce sujet, de cette problématique et de cette question centrale de recherche, je vais essayer de faire un plan. Alors, maintenant, pour faire le plan, est-ce que je me base uniquement sur la revue de littérature? Je vais dire que c'est quoi un plan?
C'est comme le GPS qu'on utilise si on est dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc, si on voyage quelque part dans le monde, un pays qui n'est pas vraiment connu par nous, on utilise un plan, on utilise un GPS. Donc, c'est ça un peu la mission du plan. C'est pour cette raison que j'ai inséré ici cette photo. On a un point de départ et on a un point d'arrivée. Notre point de départ, je dirais, c'est le sujet, c'est la problématique sur laquelle je veux travailler. C'est la question de recherche qui va nous orienter. Je veux quoi, je cherche quoi et quel est l'itinéraire, l'itinéraire que je vais choisir pour arriver à mon point de destination. Le point de destination, c'est la rédaction d'un plan, c'est la rédaction d'une thèse, parce que le plan, il permet de baliser le terrain, permet de préparer je dirais, le terrain pour la rédaction. Donc, je ne peux pas rédiger sans avoir au préalable un plan de thèse. Alors là, donc, à un moment, il faut se décider et faire confiance à son plan. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans la majorité des cas, le doctorant, il sent qu'il n'a pas encore bien lu ou là qu'il n'a pas encore suffisamment lu. Toujours, on a l'impression que je dois encore lire, donc je ne fais pas le plan maintenant. Non, on essaye, s'il vous plaît, de faire le plan. Une fois j'ai un peu de données, je dirais sur la revue de littérature, j'ai un peu de données sur le terrain, parce que n'oubliez pas que vous ne pouvez pas faire un plan complet sans les données du terrain. Donc, lorsque je dis les données de terrain, chacun dans sa discipline. Est-ce qu'on est dans le droit? Est-ce qu'on est en droit ou là on est en économie ou bien on est en médecine ou bien biologie, physique ou bien. Donc, chacun dans sa discipline, on a une étude pratique, on a une étude théorique. Je ne peux pas faire le plan sans avoir une idée claire sur ce que je vais faire, les deux. Et comme j'ai dit auparavant, c'est toujours bénéfique pour un chercheur d'aborder les deux sphères ou bien les deux parties en parallèle. Donc, voir ce qui se passe dans la revue de littérature, qui ne sera jamais finie, bien entendu, et voir ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on a sur je ne sais pas, dans quelqu'un qui travaille sur le domaine juridique, les lois que nous avons, la jurisprudence, les textes de loi, etc. Donc, ça, c'est un peu, ça représente le terrain pour lui, d'accord? Donc, ce qu'on a, par exemple, au Maroc. Bien. Alors, ici, on dit il faut faire confiance à son plan. Il ne faut jamais avoir l'idée que je dois encore lire pour faire un plan. Je n'ai pas lu suffisamment parce que toujours on a ce sentiment qu'on n'a pas lu suffisamment. Donc, faites juste commencer le plan, juste écrire des idées et puis ça va aller, ça va s'arranger avec le temps. Donc, le plan, c'est quoi? C'est quelque chose qui indique des parties, des sous-parties de la thèse. Et si je dis un plan, c'est une connexion entre la lecture et l'étude du terrain. Pourquoi c'est une connexion? Parce que moi, je vais vous dire que on ne peut pas faire un plan complet sans avoir une idée sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est vrai, je peux élaborer la première partie ou bien les premiers chapitres, si vous voulez, de mon plan. Mais je n'ai pas encore su qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, il est toujours préférable d'avoir une idée sur le terrain et la revue de littérature en même temps pour avoir une idée globale sur le plan de thèse et pour avoir une idée globale sur ce que je vais faire. C'est quoi un bon plan? C'est quoi un bon plan? Ça, c'est une question qui se pose toujours. Est-ce qu'il y a un plan standard? Est-ce qu'il y a un plan standard? Est-ce qu'il y a un bon plan? Moi, je dirais que le bon plan, c'est un plan qui doit être vraiment simple, qui va guider le lecteur, qui va guider le rédacteur. Ça veut dire qu'il doit vous guider. Donc, il y aura une thèse qui doit être faite. Et pour faire cette thèse, on doit suivre un certain plan. Donc, si le plan ne m'aide pas à me montrer le chemin, alors, ce n'est pas un bon plan pour moi.
le plan, s'il ne m'aide pas dans la rédaction, si je vois que le plan que j'ai fait ici, ce n'est pas il ne m'aide pas, donc bien sûr, je dois le changer parce que le but du plan, c'est quoi? C'est de vous montrer le chemin. C'est de vous montrer l'itinéraire que vous allez suivre. Donc, si vous voyez que ça ne facilite pas la tâche, donc vous avez fait un plan qui n'est pas vraiment adéquat à votre thématique. Donc, et aussi, votre thèse, vous êtes en train de faire une thèse parce qu'il y a un lecteur qui attend des recherches. Il y a un lecteur qui a sa soif dans un domaine donné. On doit lui dire quelles sont les avancées, qu'est-ce que vous avez trouvé. Donc, votre thèse, elle est destinée à être lue et elle doit être lue. Donc, vous allez faire en sorte que la thèse soit lue. Donc, il faut que le plan soit bien fait parce que la première chose qu'on voit un peu, c'est dans une thèse, c'est quoi? Donc, moi, si je prends une thèse, je regarde un peu la page de garde, le sujet, je regarde la problématique, donc je vais aller directement à l'introduction, je vais lire la problématique, je vais lire le résumé, et si ça m'intéresse, alors si le résumé, il est attractif, donc je vais voir un peu la problématique, comment elle est formulée, l'intérêt du sujet, et je vais aller voir les résultats, et je vais aller voir la thèse. Yani, on est arrivé à quoi? Quelle est la nouveauté dans votre thèse? Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la recherche? Donc là, c'est quelque chose que je vais trouver dans la conclusion. Donc, il y a les introductions, il y a les conclusions, il y a la page de garde, il y a la problématique. Tout ça, c'est des éléments, première chose qu'on regarde. Ou bien, je dirais les éléments qu'un lecteur aborde en premier lieu. C'est ça. Donc, voilà. On dit que le plan, ça permet de baliser la rédaction de la thèse. Donc, je ne peux pas rédiger si je n'ai pas un plan. Et bien sûr, ici, je dis qu'un plan se rédige en ayant toujours en tête sa problématique, ses hypothèses, sa question de recherche. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que lorsque on a parlé la séance passée de la problématique, et on a dit que la problématique, on trouve une question de recherche là-dedans. Une question centrale de recherche à laquelle je vais essayer de répondre. Une question centrale de recherche qui va me guider. Et mon plan, il doit être fait en sorte que ce plan réponde à cette question de recherche. Donc, le lecteur, il suffit qu'un lecteur lise votre problématique, votre question centrale de recherche, regarde votre plan, eh bien le plan que vous avez décidé de suivre, et pour comprendre de quoi vous parlez et quelle est la thèse que vous défendez et quelle est votre problématique et comment vous avez répondu à votre problématique. Donc, lorsque je parle de plan de thèse et je parle de problématique et je parle de questions de recherche, je parle de sujet de thèse, on doit avoir une cohérence, on doit avoir une harmonie. Donc, le plan de thèse, il doit contenir des titres, il doit contenir des parties qui répondent à votre question de recherche, qui répondent à votre problématique de recherche. Ça, c'est l'essentiel. Donc, c'est comme ça c'est pour obtenir une harmonie, c'est pour obtenir un tout cohérent. Donc, ça, c'est des idées générales sur le plan de thèse. Maintenant, on aimerait bien parler, je dirais, voilà. Quand est-ce que dois-je faire le plan? Ça, c'est une question qui est posée par les doctorants. Quand est-ce qu'on doit faire le plan? Ici, je vais vous dire que le plan, il est fait généralement lorsque on a recueilli quelques données. Je ne vais pas dire toutes les données, parce qu'on ne va pas finir à recueillir des données. Donc, on a quelques données, et surtout, des données théoriques et des données pratiques. C'est pour cette raison, j'ai dit ici des entretiens, les premiers questionnaires, les premiers entretiens, les documents, les archives. Donc, j'ai pu constituer un fonds documentaire, j'ai pu constituer
une base, je dirais, documentaire et des entretiens, je fais les entretiens, là, les idées, ils commencent à devenir claires dans la tête. Donc, lorsque les idées sont claires dans la tête, là, je peux faire un premier essai de plan. Un premier essai de plan. Mais ici, je dis que de toute façon, il ne sera pas finalisé. Hein. Il est de toute façon finalisé quand le travail de terrain est terminé et les résultats sont triés. Parce que toujours, la dernière partie du plan, il est ambigu. Donc, on dit chapitre pratique ou bien résultats et discussion, mais on n'a pas une idée claire qu'est-ce qu'on va discuter au juste. Parce que je n'ai pas encore fait mon étude de terrain. Donc, c'est pour cette raison, il faut avoir des idées sur l'étude de terrain que vous allez faire, plus la revue de littérature. C'est à partir de ce moment-là que le plan, il sera vraiment facile de le faire. Alors, par quoi dois-je commencer pour faire mon plan? Par la question de recherche, par la problématique. Et ça, c'est ce qu'on a vu la séance passée. Donc, définissez une problématique, définissez une question de recherche. Et c'est la question de recherche, la problématique qui vont vous orienter, qui vont vous guider sur les parties que vous allez mettre dans votre plan de thèse. Alors, ici, on dit que le plan doit être pensé comme une réponse articulée et argumentée à cette question. Donc, vous commencez par votre question de recherche. Vous voulez savoir quoi? Vous voulez arriver à quoi? Quelle est votre problématique? Et puis, vous essayez de faire un plan de thèse. Les parties que vous allez insérer dans ce plan de thèse doivent être formulées ou la reformuler de façon à répondre à cette question. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est très important. Il y a une question de recherche. Le plan doit me montrer, moi, en tant que lecteur, il doit me montrer comment le chercheur il a répondu à cette question. Alors, y a-t-il des modèles de plan? Est-ce qu'il y a des modèles de plan? Il y a plusieurs disciplines présentes avec nous aujourd'hui. Il y a des disciplines littéraires, il y a des disciplines scientifiques, il y a la psychologie peut-être, il y a la médecine peut-être, il y a l'économie peut-être, il y a la logistique, il y a les sciences de gestion. Donc, est-ce qu'il y a un bon plan ou est-ce qu'il y a un modèle de plan à suivre? Moi, je vais vous dire non, il n'y a pas un modèle de plan à suivre. Si je suis un juriste, je suis dans le domaine juridique, alors les juristes, ils parlent d'habitude, il y a ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve, c'est un plan en deux grandes parties avec des chapitres. Et la première partie, c'est une partie, je dirais, purement théorique. La deuxième partie, on peut insérer, je dirais, une analyse des textes de loi, une analyse des jurisprudences, ou bien on peut insérer une analyse comparative entre ce qui se passe au Maroc et ce qui se passe dans un autre pays. Donc là, c'est deux parties. Si je passe à l'économie, et aux sciences de gestion, alors l'habitude ou bien aujourd'hui, on préconise un plan en 3 ou bien 4 chapitres ou bien plus, ça veut dire 5 si le sujet le demande. Mais généralement, un plan en 4 chapitres et chaque chapitre composé de 3 ou 4 sections, ça c'est l'habitude que nous avons en sciences économiques et gestion. D'accord. Donc ici, je ne peux pas dire qu'il y a un plan standard. Il y a un bon plan, un modèle de plan que tout le monde va faire copier-coller de ce même plan, on va faire le plan. Non, ça dépend de ma discipline. Donc ici, je dis les philosophes et littéraires jugent que seul le plan en 3 parties est digne d'intérêt. Les juristes et les économistes ne jurent que par le plan en 2 parties. Alors ici, la conclusion, c'est que un plan, c'est quelque chose qui doit être vraiment adapté à ce que vous voulez dire, à ce que vous défendez et à la question de recherche que vous avez. Il faut que le plan réponde à ça. Donc ça, c'est en ce qui concerne, je dirais, est-ce qu'on a un modèle de plan? Alors ici, il y a une chose à vous dire. Il y a un conseil que je peux vous dire à ce niveau. Donc, on a dit qu'il n'y a pas un modèle type. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire le plan en 3 ou 4 chapitres, c'est le meilleur. Ou bien le plan en 2 parties, c'est le meilleur. Ou bien le plan en 3 axes ou bien 2 axes, c'est le meilleur. Il n'y a pas un consensus sur ça. On a dit que ça dépend des disciplines. Donc, ce que vous allez faire, pratiquement parlant,
Ce que vous allez faire, c'est de chercher un peu ce qui se passe dans votre discipline, l'habitude. Donc, si je suis en physique, en mathématiques ou bien c'est pas, en informatique, je dois voir les thèses qui sont soutenues dans ma discipline. On a l'habitude de faire quoi? D'accord? On a l'habitude de faire quoi? Sinon, si vous voyez que moi, j'aime toujours, je ne suis pas d'accord avec le fait de faire ce que font les autres toujours. Si vous voyez que la pratique dans votre discipline, c'est de faire, je dirais, de parties, et je vois que mon sujet ne peut pas être traité en deux grandes parties, mais je dois peut-être insérer 3, 4 chapitres. Il n'y a pas quelque chose qui va m'obliger. Je dois juste me mettre d'accord avec mon directeur de thèse, lui expliquer pourquoi je veux cette forme de plan. Est-ce que je veux 3 ou bien 4 et pourquoi je vais organiser mon plan comme ça? Ce que mon sujet le demande. Donc, ce que je veux traiter demande un plan, un tel plan. Je dois convaincre mon directeur de thèse. Si moi je suis d'accord, le directeur de thèse, il est d'accord. Le moment de la soutenance, il y aura un jury et bien sûr, il y aura un choix que vous avez fait. Vous n'allez qu'à défendre votre choix et vous dites que je suis convaincue de ce choix et c'est comme ça que j'ai vu les choses. Donc, c'est vrai, on conseille de faire ce qu'on fait dans la discipline comme modèle de plan, mais je ne suis pas vraiment toujours, donc toujours, c'est personnel, c'est des choses qu'on adapte à ce qu'on fait. Donc, s'il y a des personnes parmi nous qui cherchent des modèles de plan, il faut juste voir les thèses qui se font dans votre discipline. Donc, regardez un peu, si vous êtes en économie, les thèses en économie, les thèses en sciences de gestion, regardez les thèses en médecine. Prenez une idée sur le plan et toujours avoir des discussions avec le directeur de thèse. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le modèle plan. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un bon plan? Caractéristiques d'un bon plan. Alors, un bon plan, c'est un plan qui doit être, avant tout ça, hein, avant de vous dire ça, moi je vois qu'un plan, il doit être un plan parlant. C'est quoi un plan parlant? Ça veut dire lorsque je lis un plan, je dois comprendre les idées qu'on a dans la thèse. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment trop de temps pour aller dans les détails. On n'a pas trop de temps pour lire tout. Donc, on est très sélectif dans la lecture. Moi, je vois que si je regarde un peu le plan d'une thèse ou bien le plan d'un livre, ou bien c'est un plan qui doit être parlant. Il doit me dire en bref, en résumé, le livre, il parle de quoi? La thèse, elle parle de quoi? Donc, ici, c'est très important de vous dire qu'il faut bien choisir les termes, il faut bien choisir les concepts, la terminologie ou bien les mots que vous allez insérer dans les titres de votre plan. Donc, les titres, ça veut dire lorsque je dis chapitre 1, je sais pas, donc la logistique verte, par exemple, généralité. Donc, je dois voir, vous allez parler de quoi dans ce chapitre au juste. Donc, on évite que les titres soient trop vagues. On évite que les titres soient ambigus. Donc, aller vers la simplicité, vers la précision et vers des titres qui sont courts, précis et reflètent le contenu du chapitre. Comme ça, on a une idée sur ce que vous allez développer dans la thèse. Donc, première chose, moi, à mon niveau, c'est le plan, il doit être vraiment parlant. Les titres doivent être vraiment parlants. Donc, si quelqu'un veut savoir bien vous comprendre de quoi vous parlez, il suffit de lire juste le plan. Donc, il doit être simple. Simple, c'est-à-dire il fournit au lecteur tous les éléments d'information dont il a besoin pour comprendre. C'est ce que je viens de dire aussi. Donc, la simplicité, c'est quelque chose qui ne fait que embellir votre travail. Parce que les choses simples, on les comprend rapidement. Les choses difficiles et complexes, on ne les comprend pas. Donc, votre objectif, c'est que votre thèse soit lue. Moi, si je trouve que le style, il est très compliqué, les phrases sont très lourdes, c'est lourd pour moi, donc je n'aurai pas du plaisir à lire votre document.
Donc, quand est-ce que j'aurai le plaisir dans la lecture, hein, à lire un document, à lire une thèse, lorsque le style, il est vraiment simple, des phrases courtes, bien précises, on évite les phrases longues, on évite les mots vraiment qui sont difficiles, hein, mais on adopte un style simple et précis. Le plan, il doit être clair. Ben, lorsque je parle de la clarté, vous avez un problème, vous avez une problématique. Alors, dans le plan, on doit, je dirais, décortiquer cette problématique ou là, ce problème complexe en éléments simples. Et ces éléments simples doivent suivre une logique. Donc, voilà, donc ces éléments, on a dit qu'ils doivent suivre une certaine logique. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on appelle la clarté, c'est faire preuve que l'auteur a su diviser un problème complexe en éléments simples, distincts, et bien sûr, ce sont des éléments qui sont interreliés. Et puis, je parle de la cohérence. Lorsque je parle de la cohérence, c'est les éléments qui doivent être vraiment harmonieux. Les éléments doivent être harmonieux. Je dirais la chose suivante. Par exemple, dans le chapitre 1, j'ai parlé des généralités sur les thèmes, sur le thème que je prépare. Donc, je vais aller du général vers un peu la précision. Donc, je ne peux pas, par exemple, préciser le premier chapitre, aller du particulier vers le général. Donc, d'habitude, on introduit le thème, on introduit le sujet, on introduit les concepts, d'accord, qu'on va utiliser, et puis on essaie de préciser. Donc, c'est du général vers le particulier, et mon plan également doit être formulé comme ça, de cette façon-là. Alors, unitaire, ben, lorsque je dis unitaire, c'est qu'un plan, il doit refléter une idée directrice, hein, que vous voulez démontrer. Donc, lorsque je veux faire une thèse, plutôt un plan, je vais vous dire une chose qui est très importante. Un plan, il est fait à partir de la conclusion à laquelle vous voulez arriver. Alors, je répète cette phrase. Un plan, il est fait à partir de la conclusion à laquelle vous voulez arriver. Donc, on suppose que, ou là, je suppose que le doctorant, il a déjà fait des lectures, quelques lectures. Il a déjà un peu vu le terrain, ce qui se passe sur le terrain. Il a eu une idée sur comment il va marier partie théorique avec partie pratique, comment il va les combiner. Donc, on a des idées claires maintenant. Et j'ai un cheminement, j'ai une réflexion dans la tête qui me dit que voilà, je vais, côté littérature, je vais faire ça, côté études de terrain, je vais vérifier ça, et à la fin, je veux arriver à ça. C'est à partir de ce moment-là que ça sera facile pour moi de faire un plan de thèse. Je vais vous donner un simple exemple de l'idée que je viens de dire maintenant. C'est comme un avocat qui est en train de préparer son argumentation, sa plaidoirie. Alors, dans la tête de l'avocat, il y a un client, une personne. Et l'avocat, il veut démontrer que la personne est innocente de quelque chose, d'un crime ou bien. Donc, l'avocat, il sait déjà qu'est-ce qu'il veut. Il veut démontrer l'innocence. Il connaît un peu le résultat auquel il veut arriver. C'est l'innocence de cette personne. Donc, il prépare les documents, il prépare son travail sur la base de cette conclusion à laquelle il veut arriver. C'est pour cette raison que je dis que c'est important ça veut dire d'avoir comme point de départ la conclusion à laquelle vous voulez arriver. Et cette conclusion, c'est elle qui va vous montrer le chemin.
c'est elle qui va vous montrer comment on va faire ce plan de thèse, quels sont les chapitres qu'on va inclure pour arriver à cette conclusion qu'on veut défendre dans notre thèse. Mais quand est-ce que j'aurai cette réflexion qui est un peu globale? C'est après avoir fait plusieurs lectures et c'est après avoir fait une étude de terrain, avoir contacté certaines personnes spécialistes dans le domaine. C'est à partir de ce moment-là que je vais dire, je vais défendre cette thèse. Donc, je veux arriver à ça, je veux arriver à cette conclusion et je vais faire mon plan de thèse. Donc, d'un point de départ à un point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est la conclusion à laquelle je veux arriver. Donc, ça, c'est juste, voilà, donc c'est très important de réfléchir comme ça. Et ensuite, le plan, il doit être équilibré. Parfois, on trouve, lorsque je parle de l'équilibre du plan, vous savez, donc je vais vous dire une chose qu'on fait. Parce que c'est très important de donner au directeur de thèse un plan qui est équilibré. On prend la thèse comme ça et on fait la pratique pour évaluer la thèse et pour évaluer l'équilibre. Je vais aller directement, donc j'ai une thèse devant moi, je vais aller directement au sommaire qui est paginé, bien sûr, à la table de matière qui est paginée. Pour étudier un peu l'équilibre, je vais faire quoi? Je vais regarder les numéros de, par exemple, du chapitre 1 vers le chapitre 2. Je trouve chapitre 2, page 100, et je trouve chapitre 1, page, par exemple, page 10, ou bien je trouve page 15, ou bien 20. Chapitre 1, page 20. Donc, je vais un petit calcul. Chapitre 2, c'est la page 100. Et puis, chapitre 1, c'est la page 20. D'accord. Et puis, je regarde un peu le chapitre 1, il a pris combien? La fin du chapitre 1. Je constate que le chapitre 1, c'est de la page 20 à la page, je dirais, 50. 20 à 50. Ben, ici, on a une trentaine de pages dans le chapitre 1. OK. Donc, et puis le chapitre 2, je vois que c'est 100. Donc, le chapitre 1 finit la page 30. Chapitre 2, ou bien chapitre 2 commence la page 30. Et puis, on fait je dirais, cette étude de l'équilibre en raisonnant par les pages. Donc, si je regarde, ou bien si je vois que, par exemple, le doctorant, il a mis dans le chapitre 2, par exemple, une centaine de pages, et il a mis dans le chapitre 1 une vingtaine de pages. Ça, ce n'est pas un plan équilibré. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, je dois faire mon plan de façon… Donc, ça, c'est à la fin qu'on va le faire. Hein. Ça, c'est l'équilibre général de la thèse. Ça, c'est l'équilibre général de la thèse. Faites très attention à ça parce que toujours, on donne des remarques sur ça. Donc, toujours, on regarde le sommaire, on regarde table de matière et on regarde les numéros de page, on regarde est-ce que c'est cohérent, les numéros de page avec le contenu de ce que le thésard a mis dans sa thèse. Arrivons maintenant au plan de thèse. Un plan qui n'est pas équilibré, par exemple, est le suivant. Dans le chapitre 1, il y a 3 sections. Dans le chapitre 2, il y a 10 sections. 10 sections. Alors ici, ça montre qu'il y a un déséquilibre. Le thésard, ici, doit penser à faire quoi? Peut-être à réduire. Le chapitre 2, il y a 10 sections, c'est trop. Donc ici, l'idéal, c'est d'aller faire, je ne sais pas, donc 3, 4, peut-être. Donc là, et si jamais il y a un chapitre qui demande plus, il faut justifier votre choix. Ça veut dire que j'ai fait exprès de faire 4 sections ou bien 5 sections parce que. Toujours, il y a une justification, mais essayez à ce que votre plan est équilibré pour ne pas montrer qu'une partie elle est plus importante qu'une autre partie. Parce que c'est comme ça c'est pour cette raison qu'on demande l'équilibre. On demande l'équilibre, c'est pour dire que tout ce qu'on a inséré dans la thèse est important.
revue de littérature, elle est importante. Le travail de terrain, elle est important. La méthodologie, elle est importante. D'accord? Donc, et aussi, les directeurs de thèse n'acceptent pas, dans le jury de soutenance également, on n'accepte pas un plan qui n'est pas équilibré et une thèse qui n'est pas équilibrée. Et moi, je vous ai dit comment on fait. Donc, on regarde la table de matière. Ça, c'est après avoir rédigé votre thèse que vous allez faire ce travail. Comparer les pages ou bien les numéros de pages avec le contenu. Et si vous voyez que, par exemple, là, vous avez 20 pages chapitre 1 et 80 pages chapitre 2, la première remarque qu'on va vous donner dans la soutenance, c'est ça. Donc, voilà. Donc là, c'est l'équilibre. Donc, ça, c'est les caractéristiques d'un bon plan. Alors, ici, je vais parler d'une partie qui est vraiment très importante. Comment? C'est la question que tout le monde pose. Comment je vais composer un plan de thèse? Comment je vais rédiger un plan de thèse? J'ai ici une méthodologie en 8 étapes. 8 étapes pratiques. On peut faire je dirais, un essai ensemble. On peut faire juste un bout de papier, un stylo. Et on essaie de réfléchir au sujet que nous avons, à la problématique, à notre question centrale. Et on essaie juste d'écrire un mot avec un numéro. Un mot avec un numéro, ça veut dire 1, 2, 3, parce que je dois classer quand même. Je dois classer les idées. D'accord? Je dois les classer. Donc, première étape. Comment on compose un plan de thèse? La première étape, c'est construire le plan à partir de votre conclusion. C'est ce que je viens de dire. Et de votre idée directrice. À quelle conclusion vous voulez faire aboutir votre lecteur? Donc, qu'est-ce que vous défendez? Parce que n'oubliez pas que le plan de thèse, c'est quelque chose qu'on fait après plusieurs lectures et après des études de terrain. Donc, on le fait généralement, la première année, rares sont les personnes qui font un plan de thèse en première année. Ça existe, mais ils sont rares. Donc, un plan de thèse, c'est à partir de la deuxième année, généralement, l'habitude. D'habitude, on a l'habitude d'avoir. Sinon, il y a des essais en première année. Mais ici, donc, le doctorant, il a fait des lectures, il a fait une revue de littérature, il a fait des études de terrain, etc. Donc, les idées commencent à devenir claires devant lui. C'est à partir de ce moment-là qu'il va essayer un plan de thèse. Et surtout, il doit avoir devant les yeux la conclusion à laquelle il doit arriver, ou bien il veut arriver. Donc, je veux démontrer, par exemple, que je fais la liaison avec l'exemple qu'on a vu la séance passée sur l'abondance scolaire. Je veux démontrer que la violence, par exemple, la violence dans la famille, c'est un facteur social, bien, c'est un facteur qui conduit à une augmentation du taux de l'abondance scolaire. Où là, on veut démontrer que le niveau social, par exemple, un niveau social donné conduit à une abondance scolaire. Ben, ça, c'est ce que je veux démontrer. C'est la logique des choses peut-être. C'est ce que je veux démontrer. Donc, dans la tête, j'ai déjà une conclusion. Dans la tête, j'ai déjà une idée que je veux démontrer. Donc, c'est cette idée-là qui va me montrer le chemin et qui va me montrer ce que je vais insérer dans le plan de thèse comme idée principale ou bien ce qu'on appelle les idées maîtresses. Les idées maîtresses. Donc, Anna, je veux démontrer que l'abondance scolaire, il est causée par la violence dans la famille. Peut-être. Juste une supposition. D'accord. Donc, je parle de la violence, je parle de l'abondance scolaire et je fais une étude sur ça. Donc là, je commence à avoir des idées. Donc, je dois parler de l'abondance, c'est quoi, les concepts, je dois parler des facteurs, donc, je commence à avoir des idées que je vais organiser par la suite. Bon, première chose, construire le plan à partir de votre conclusion et de votre idée directrice. Ça, c'est un. Ensuite, deuxième étape,
C'est hiérarchiser les éléments du texte. Hiérarchiser les éléments du texte. Je veux par exemple parler de l'abondance scolaire et des causes ou là des facteurs. À votre avis, est-ce que je dois parler tout d'abord de l'abondance scolaire ou bien je dois parler tout d'abord des facteurs? Est-ce que vous voyez logique? Donc, ici, lorsqu'on dit hiérarchiser les éléments du texte, il faut avoir une logique dans la tête. Ça veut dire, je dois commencer par quelle idée? Ou le but, c'est quoi? Toujours, je dois avoir comme objectif devant mes yeux, c'est quoi? Est-ce qu'il y a le lecteur? Il y a un lecteur qui n'est pas obligatoirement spécialiste dans mon domaine. Donc, il y a un lecteur à qui je dois expliquer la logique et à qui je dois faire parvenir mes idées et à qui je dois communiquer ce que je fais comme travail et la conclusion à laquelle je suis arrivée. Donc, je dois hiérarchiser les éléments du texte en suivant une certaine logique de traitement des choses. Et bien sûr, chacun dans son domaine. Moi, ce que je vois légitime, par exemple, dans l'abondance scolaire et les facteurs, je dois définir au lecteur c'est quoi l'abondance scolaire et pourquoi on va le traiter. Tout d'abord, l'abondance scolaire, c'est un problème. Pourquoi il y a ce problème? Qu'est-ce qui... donc, les conséquences de ce problème et pourquoi on va traiter ce sujet. Je vais lui montrer l'intérêt quand même. Tout d'abord, c'est ça. Donc, je parle d'abondance scolaire et tout. Et après, je vais passer à quoi? Je vais passer à l'idée suivante. OK? Donc, on a parlé de l'abondance. Maintenant, on va aller parler, ou là, on va parler des causes, ou bien des facteurs qui causent l'abondance scolaire. Donc, un, et puis deux. Donc là, j'ai hiérarchisé. J'ai dit que l'idée là, c'est ça. La deuxième idée, c'est ça. La troisième idée, c'est ça. Donc ici, c'est les grandes parties. Ce sont les éléments de démonstration de l'idée directrice. L'idée directrice, c'est quoi l'idée directrice? C'est que je dois démontrer que la violence, par exemple, elle augmente le taux de l'abandon scolaire dans la famille. La violence conjugale peut-être augmente le taux de l'abandon scolaire. C'est la thèse que je veux démontrer par les chiffres et par l'étude de terrain et tout. Donc, j'ai déjà la conclusion dans la tête. Et c'est cette conclusion dans la tête que je veux démontrer. C'est elle qui va m'orienter vers les parties et les éléments que je vais mettre. Ensuite, troisième point, on dit composer des parties cohérentes en fonction d'un critère efficace compte tenu de votre objectif. Alors ici, c'est l'art de rangement, l'art de faire un plan. Un plan, c'est quoi? C'est un art de rangement. Je dois ranger les choses. Donc, j'ai des idées qui sont un peu en désordre. J'ai des idées en désordre. Je vais essayer de les classer. Donc, dans chaque partie, je vais mettre une étiquette, un titre. Et le titre doit refléter le contenu de la partie. Donc, la première partie, elle parle, lorsque je dis partie, vous pouvez l'appeler chapitre, vous pouvez l'appeler axe, vous pouvez l'appeler titre. Ça dépend de la pratique dans votre discipline. Donc, on n'est pas obligé d'appeler chapitre ou la partie ou la titre. Il n'y a pas des choses qui nous disent, au lieu de dire chapitre 1, il faut mettre axe 1. Non. Donc, c'est une façon d'organiser. C'est une façon d'organiser le contenu de la thèse. Donc, ici, j'ai dit que une fois les parties sont claires devant moi, première partie, c'est l'abondance scolaire. Je dois parler de l'intérêt de sujet, l'abondance scolaire, c'est quoi, etc. Deuxième partie, les causes. Troisième partie, méthodologie. Quatrième partie, résultats et discussion. Là, je commence à identifier des parties. Très bien. Une fois que j'ai identifié les parties, c'est quelque chose, n'oubliez pas une chose, une fois que j'ai identifié les grandes catégories, les grandes parties, c'est quelque chose qui va m'orienter dans ma recherche bibliographique, dans ma revue de littérature. Là, je vais commencer à construire des dossiers.
sur mon PC, parce que maintenant, donc, on travaille avec le PC. Je constitue le dossier. Dossier 1, tous les articles, les thèses, les documents qui parlent de l'abondance scolaire, je vais enregistrer ça dans bien Zotero. Je travaille avec le logiciel de gestion bibliographique Zotero, donc qui me permet de prendre des notes également. Donc, je regroupe les dossiers et je prends des notes. Donc, des grandes parties, et dans chaque partie, je mets les dossiers qui vont m'intéresser. Dans chaque partie, je mets les fichiers qui vont m'intéresser, les thèses qui vont m'intéresser. Et puis, je vais choisir un titre très attractif. Ici, on a dit les étiquettes. Hein, les étiquettes indiquant clairement ce que contient un dossier. Donc, ici, le plan de thèse commence à devenir plus clair, avec des parties, et chaque partie, j'essaye de donner un nom, j'essaye de donner un titre à chaque partie. Ensuite, quatrième point, donner tous les éléments indispensables à la compréhension. Donc ici, on sélectionne, une fois j'ai mis les étiquettes, je vais sélectionner. Je mets les documents de chaque partie. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le plan commence à se concrétiser. Une fois je commence à définir des parties, alors je commence à définir un plan. Et puis après, je vais voir un peu la logique des choses. La partie 1, c'est ça. Partie 2, c'est ça. Partie 3, partie 4. Donc, sélectionner dans la masse des documents ce qui se rapporte directement au sujet ou permet de mieux comprendre tel ou tel point. Donc, ici, en même temps, donc, je divise les parties de ma thèse. Hein. J'essaie de donner des étiquettes à chaque partie. Et puis, j'essaie de trouver des documents concernant chaque partie. Donc, là, je commence à faire un plan. Hein. Ici, je commence à faire un plan. Pourquoi? Parce que je suis à l'étape 4 maintenant. L'étape 4, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà des grandes parties. Parce que le sujet, la problématique et comment je vais la traiter sont clairs dans la tête. Donc, je commence à identifier. Premièrement, je vais parler de ça. Ensuite, je vais parler de ça. Ensuite de ça. Et ensuite de ça. Donc, ça devient clair dans ma tête. Je commence à constituer des dossiers sur l'ordinateur. Constituer dossier. Partie 1, c'est ça. Partie 2, c'est ça. Partie 3, c'est ça. Okay? Et puis, dans la revue de littérature, réunissez ces documents. Donc, regroupez ces documents. Créer des dossiers. Et un dossier pour chaque partie. C'est comme ça qu'on fait donc la revue de littérature. Et en même temps, je fais en parallèle un plan de thèse. Ensuite, ici, j'essaierai de parler de... Voilà, articuler les différentes parties. Articuler les différentes parties, ça veut dire quoi? Ça veut dire les relations logiques. Les relations logiques, parce qu'on a dit on doit chercher une harmonie. On doit chercher une cohérence, une cohésion. Donc, une idée doit mener vers l'autre idée. Et un plan qui est vraiment, ou une thèse qui est vraiment très attractive et à laquelle on fait attention pour évaluer, c'est que toujours on regarde dans les introductions et dans les conclusions. L'introduction, je dois trouver, bien sûr, l'introduction générale et la conclusion générale, c'est très important. On va parler de ça tout à l'heure. Mais moi, je parle des introductions des chapitres, des conclusions des chapitres. Comment dans l'introduction du chapitre, je dois trouver le chapitre, il fait... Donc, moi, je préfère toujours avec la phrase dans le présent chapitre, j'essaierai d'aborder les éléments sur ceci, ceci, ceci. Donc, ça va m'épargner le temps pour creuser beaucoup. Donc, je regarde un peu l'introduction du chapitre. Et dans cette introduction du chapitre, le doctorant doit me dire qu'est-ce qu'il va mettre dans le chapitre, dans l'introduction. C'est très important. Ensuite, il y a le développement et il y a une conclusion du chapitre. Dans la conclusion du chapitre, je dois trouver le doctorant, qu'est-ce qu'il a dit, grosso modo dans ce chapitre, en une récapitulation, qu'est-ce qu'il a fait dans ce chapitre, donc les apports du chapitre. Et essentiellement,
ce qu'il va faire dans le chapitre suivant. Donc, on a fin de la liaison. C'est ici que je fais la liaison. Donc, je dis quels sont les apports de mon premier chapitre et j'insère une liaison vers le deuxième chapitre. C'est comme ça que je crée les relations logiques entre les parties que j'ai pu identifier. C'est ce qu'on appelle les transitions. Les phrases de transition, ce sont également des phrases de liaison entre la première partie et la deuxième partie, ou bien premier chapitre et deuxième chapitre. C'est très important. Ça montre que le doctorant, il a une certaine logique qu'il est en train de suivre. Il y a un fil conducteur des idées. Ensuite, on va bannir des répétitions, les retours en arrière. Retour en arrière, par exemple, parfois, j'ai déjà dit une idée dans une section. Là, j'ai déjà parlé, par exemple, d'une section. Et puis, dans un autre chapitre, je trouve un peu la même chose. Donc, ça, c'est des répétitions. D'accord? Ça, c'est des retours. Ça, c'est également les déséquilibres entre les parties. Déséquilibre entre les parties, moi, je vous ai dit comment le déséquilibre apparaît. Apparaît s'il y a une partie qui est plus grande qu'une autre partie. On n'accepte pas. On n'accepte pas un plan. Par exemple, chapitre 1, il y a 2 sections. Chapitre 2, il y a 7 sections. Ce n'est pas équilibré. Il faut trouver une solution. Soit vous fusionnez, soit vous ajoutez plus de sections dans le chapitre 1. C'est à vous de gérer. Soit vous mettez un chapitre indépendant. Donc, le chapitre, s'il y a plusieurs sections, je peux mettre un chapitre indépendant donc, de ce chapitre. Donc, l'essentiel, que je dois avoir un plan équilibré. Septième étape, donc ici, je dois faire une introduction générale claire. Ici, ça ne rentre pas dans... Bon, quand est-ce qu'on fait l'introduction générale conclusion? C'est à la fin d'avoir. Donc, c'est après avoir rédigé ces parties, après avoir mis l'essentiel de chaque partie et après avoir fini les chapitres 1, 2, 3 ou bien partie 1, 2, 3, 4, d'accord? C'est à partir de ce moment-là que je vais faire une introduction. Et en même temps, je fais une introduction et après je fais une conclusion. Et la conclusion doit répondre à l'introduction. L'introduction, il y aura le verbe futur. On fera, on mènera, on, nous. Soit vous parlez du nous, il y a des doctorants qui parlent donc nous. Il y a des doctorants qui utilisent je. Donc là, soit vous dites, vous parlez en utilisant le pronom nous, ou bien vous parlez en utilisant je. Mélanger, c'est pas vraiment apprécié. Donc, parfois, on trouve nous, parfois, on trouve je, parfois, on trouve en, l'indéfini, hein, en, qui, je connais en. Donc, on préfère ne pas utiliser le on. C'est indéfini, hein, c'est indéfini. Donc, soit on choisit nous, soit on choisit je. C'est quelque chose qu'on discute avec le directeur. Il n'y a pas un consensus. Il n'y a pas un consensus. Est-ce que j'utilise je ou là j'utilise nous ou là. Mais on ne préfère pas utiliser on parce qu'on dit qui en. Donc, il faut dire qui. Je connais qui dire chi. Alors, faire une introduction générale, c'est à la fin. C'est à la fin je dirais, des parties qu'on va faire une introduction générale. Parce que c'est là où je vais vraiment dire, je vais avoir toutes les idées, toutes les idées sont dans la tête. Donc, introduction générale, c'est le futur. Je vais utiliser le futur. Ici, conclusion générale, je vais utiliser, ça veut dire on a fini le travail, on est arrivé à, c'est le passé. D'accord? Donc, quelles sont les conclusions qu'on a trouvées? Quels sont les résultats qu'on a trouvés? Les limites, etc. Le contenu d'abord. Quel est le contenu que je dois trouver dans une introduction générale? Le contexte. Le contexte, je dois le trouver. Je dois trouver l'intérêt. Pourquoi le sujet? Je dois même faire du marketing à mon sujet. Je dois dire que mon sujet, il est intéressant. Hein? Je dois le dire, et je dois le montrer, je dois l'écrire. Et je dois le dire. Que c'est votre... Il faut vendre votre thèse. Il faut faire le marketing de soi.
Il faut dire que votre thèse, elle est bonne. Et être convaincu que la thèse, elle est bonne et convaincre l'autre que la thèse, elle est bonne quand même. Donc, ça, c'est le marketing de soi. Donc, contexte, intérêt, sujet. Je vais parler du problème, hein, de la question posée, la question centrale de recherche, la problématique et le plan. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'on doit trouver dans l'introduction générale. Et la problématique, le problème et la question centrale de recherche, je vais encore trouver ça. Je vais encore trouver ça dans le chapitre qui parle de la méthodologie de recherche. Parce que, n'oubliez pas que vous devez faire un modèle. Oui. Est-ce que vous pouvez défiler, s'il vous plaît? On est toujours dans la 44 diapo. Dans la diapo numéro 44. Est-ce que vous pouvez... Ah oui, vous êtes encore? Toujours. Ah, super, merci. Super, parce que j'entends l'introduction. Il n'y a pas de souci. Ça marche, merci. Donc, moi, j'étais en train de parler de l'introduction générale. On a dit que ça, c'est les éléments que je dois trouver dans l'introduction générale. Donc, je dois parler du contexte, intérêt, le sujet, problème soulevé, la question posée, la problématique et le plan. Et mon introduction générale, vraiment, elle doit être très, très, très attractive. Pas d'erreur. Pas d'erreur de style, pas d'erreur de syntaxe, pas d'erreur d'orthographe. Parce qu'elle est lue par tout le monde, presque. Le jury de ce... Non, c'est la première chose qu'il va lire, c'est l'introduction générale, conclusion générale, les introductions, les petites introductions, les petites conclusions. Parce que d'habitude, on ne lit pas 100% de la thèse. Ça, il faut le dire. On lit vers les 80%, vers 70%, on ne lit pas. On ne lit pas 100% de la thèse. Rares sont les personnes qui lisent 100% de la thèse. Donc, on est vraiment sélectif. Alors, faire une introduction générale claire et une conclusion générale claire. Et là, la conclusion, elle referme le débat parce que vous avez déjà lancé, avant la conclusion, il y a une partie sur... lorsque je dis les différentes parties, avant la conclusion, on trouve une partie discussion et résultat. Résultat et discussion. Donc, résultat et discussion, c'est une partie dans laquelle il y a le débat. Ce qu'on avait dans la littérature, ce qu'on a trouvé nous, quels sont les apports, les résultats, les choix. Je défends les choix, je défends le modèle conceptuel que j'ai. Modèle conceptuel, c'est dans le chapitre méthodologique. Donc, discussion et résultats, je discute les résultats que j'ai trouvés. Je peux utiliser des graphiques, je peux utiliser des tableaux, des schémas, etc. Ça, c'est ce chapitre. Et juste après ce chapitre, il y a la conclusion générale. Donc, dans la conclusion générale, qu'est-ce que je dois trouver? Alors, referme le débat et ouvre les perspectives. Si vous vous rappelez, je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on était en train de parler de la problématique, je vous ai dit, si vous voulez trouver rapidement et facilement une problématique, allez voir les conclusions des articles. D'accord, de type peer review, ou bien les conclusions des thèses. Parce que dans les conclusions des articles et des thèses, il y a les pistes de recherche, les perspectives de recherche. Ça peut vous donner des idées sur une problématique, sur un sujet qui vous intéresse. D'accord? Donc, toujours dans le travail, on dit ce qu'on a fait, les apports du travail, mais on dit également les limites. On dit que le travail, il reste perfectible, on cite les limites. D'accord? Et on dit également les perspectives de recherche. Voilà, donc ça c'est généralement la composition d'un plan de thèse. Maintenant, on va parler du contenu. Quel contenu? Donc ici, c'est comment je fais. Ici, c'est comment je fais. C'est une méthode en 8 étapes. Et ici, je vais parler un peu du contenu parce que c'est très important. Alors, ici, l'introduction, on a dit... la définition du sujet, le contexte, les questions de départ et la problématique, je dois les trouver dans l'introduction et je dois également les trouver dans le chapitre sur la méthodologie de recherche. Et ici, esquisse générale, je vais parler de la méthodologie suivie. Est-ce que c'est quantitative? Est-ce que c'est qualitative? Est-ce que c'est mixte? Donc, je vais parler un peu de la méthodologie sans rentrer dans les détails. Les détails de la méthodologie, je vais les trouver dans le chapitre méthodologique, dans la partie méthodologie de recherche.
Et puis, il y a objectif, qu'est-ce qu'on veut, et puis le plan de thèse. Donc, le plan, on va dire, pour répondre à cette problématique ou là, pour répondre à cette question de recherche, nous avons scindé le plan, ou là, nous allons, nous scinderons le plan de travail en chapitre 1 ou la partie 1, 2, 3, etc. Et j'énonce le plan, je dois annoncer le plan. Domaine de la recherche, donc ça, ce qu'on appelle le cadre théorique du travail. Le cadre théorique, donc les théories que nous avons, les écoles peut-être que nous avons, les auteurs qui ont fait ou bien qui ont parlé un peu du sujet, les orientations, les écoles de pensée, etc. Ensuite, donc ici, on peut trouver le cadre conceptuel, si vous voulez. On peut trouver le cadre réglementaire. Donc tout ça, ça peut être inclus dans le cadre qu'on appelle le cadre théorique. Donc ici, c'est revue de l'idée, la revue de littérature, c'est ça. Ensuite, il y a problème et méthode. Et là, on va trouver quoi? On va trouver notre modèle conceptuel, ça veut dire comment on va organiser la réponse à notre recherche. Donc, je rappelle, donc la problématique, je l'ai déjà citée ici dans l'introduction, mais je dois la rappeler ici. Je rappelle la problématique, je rappelle la question centrale de recherche, les questions spécifiques de recherche. Je rappelle les hypothèses de travail, la rationalisation des hypothèses, pourquoi j'ai choisi ça, la méthodologie, les techniques, etc. Et ici, je vous oriente vers une formation ou un cours de méthodologie de recherche. C'est là où vous allez voir c'est quoi un modèle conceptuel, comment on le fait, les relations entre variables expliquées, variables explicatives. Il y a des variables... voilà, donc la relation, les relations entre les variables. Donc, ça, c'est un peu le chapitre méthodologique et vous devez justifier vos choix épistémologiques de recherche. Ensuite, il y a l'analyse des résultats. Donc, après le chapitre méthodologique, ça veut dire ça. Après, il y a la discussion des résultats. Donc, analyse des résultats. Ici, vous allez dire les résultats. Il y aura, c'est un chapitre dans lequel on va trouver des tableaux, on va trouver des schémas, etc. et des commentaires. Et ensuite, c'est la discussion et conclusion. Donc, il y a des personnes qui mettent discussion et le résultat et discussion et puis conclusion à la fin. Vous pouvez le faire. Donc, et c'est ce que je préfère, donc mettre résultat et discussion, et puis à la fin, conclusion. Parce que la conclusion ne doit pas vraiment dépasser un certain nombre de pages. Parfois, la discussion, elle est vraiment énorme côté page, mais la conclusion ne doit pas dépasser un certain nombre de pages. Donc, voilà. Donc, ici, dans les discussions, on va faire une synthèse générale. On va essayer de... Pouvez-vous, Madame Zakia, pouvez-vous, s'il vous plaît, passer à la diapo? Merci beaucoup. C'est bon maintenant? Oui, c'est parfait. OK. Donc, ici, cette partie de l'analyse des résultats, on a dit qu'on va essayer de répondre. Donc, parce que dans l'introduction, j'étais en train de poser des questions. On ne répond pas à l'introduction. L'introduction, je ne réponds pas. Si je fais l'abstract ou le résumé de la thèse, dans le résumé, oui, je peux avancer certains, parce que le résumé, ça veut dire ce que vous cherchez, ce que vous avez suivi comme méthodologie, ce que vous avez trouvé. Résumé. Donc, au lieu de lire la thèse, je lis le résumé pour me donner une idée. Le résumé, oui, ça peut contenir des réponses. Mais l'introduction, non. Je n'ai pas le droit d'insérer des réponses à l'introduction. Je dois toujours faire je dirais, le suspense. Le lecteur, il doit être en suspense. Donc, toujours l'introduction, c'est des questions. Donc, des questions, le contexte, problème, et puis des questions. C'est ça l'introduction. Donc, on a dit, c'est le contexte, et il y a un problème. Il y a des choses qu'on veut réparer. Des problèmes, un problème qu'on veut réparer. Pour réparer, il y a une réflexion qu'on va mener, il y a des objectifs, il y a un intérêt, il y a des questions auxquelles on essaie de répondre. Donc, toujours, on met le suspense dans l'introduction. Et puis, la conclusion, le lecteur ne doit pas rester à sa soif. Yani, vous m'avez dit des questions, vous m'avez fait du suspense, l'introduction, j'ai aimé votre thème. Donc, il ne faut pas me laisser à ma soif. Donc, la conclusion, je dois trouver des réponses. Toujours, liez votre conclusion aux questions que vous avez posées
l'introduction. Donc, vous avez posé une question de l'introduction, je dois trouver la réponse, la conclusion, sinon le lecteur, il ne sera pas satisfait. Sinon, le lecteur il ne sera pas satisfait. Des questions, oui, des questions. C'est bien d'insérer des questions, mais c'est bien d'insérer les réponses à ces questions. Donc, les réponses à ces questions, je vais les trouver dans la conclusion. Donc, réponse à la question de recherche, interprétation, confrontation avec les autres travaux de recherche et avec la revue de littérature. D'accord? Donc, je fais cette comparaison. Je dis que voilà ce qu'on avait dans la revue, voilà ce que j'ai ajouté moi. Il faut valoriser mon travail. Les ouvertures, ou bien ce qu'on appelle les pistes de recherche. Et je dois être vraiment très humble, très modeste et dire que le travail reste perfectible. Donc, il y a des limites de travail, il y a des choses que je n'ai pas abordées. Alors, on ne peut pas aborder tout. Il faut le dire. Donc, j'ai traité des choses et 1000 choses, des millions de choses ne sont pas encore traitées. Donc, il faut dire que voilà ce que j'ai traité, voilà ce que je n'ai pas traité. Ce que je n'ai pas traité peut être traité par d'autres chercheurs qui vont venir après moi et qui vont continuer le travail après moi. Donc, je cite les limites et les perspectives de recherche. Maintenant, la bibliographie, je vous conseille de travailler avec un logiciel. Très important. Sinon, vous serez perdu. Sinon, vous allez faire n'importe quoi. Franchement. Donc, un logiciel, le logiciel en gestion de référence bibliographique, il va vous aider beaucoup à organiser votre bibliographique. Dès le départ, je dois travailler avec un logiciel de gestion bibliographique. Je dois subir des formations sur ça. Je dois être, si je ne maîtrise pas l'anglais, je dois maîtriser l'anglais parce que c'est la langue de la science aujourd'hui. Les meilleurs articles sont en anglais. Et ici, on recommande aux chercheurs de... Parce qu'il y a une question qui se pose. Est-ce que je vais privilégier ou la favoriser les ouvrages, ou là je vais favoriser les articles, ou là je vais favoriser les mémoires, ou bien je vais favoriser les actes de conférence, les actes de colloque, ou bien je vais favoriser la presse. Donc, quelle est la chose qui a plus de valeur, ou bien la webographie, les sites web, etc. Moi, je réponds, dans les ouvrages, vous allez trouver des définitions. Des définitions, des théories, c'est surtout les définitions et les théories. Ça, c'est les ouvrages. Dans les articles et les méta-analyses, et les articles scientifiques, vous allez trouver des études qui ont été faites et des études très précises. Yani, des thématiques très précises. Et une précision, les ouvrages. C'est ça les articles. Donc, dans un travail de recherche, on recommande, on dit aux doctorants qu'il faut que cette bibliographie doit être composée plus d'articles scientifiques et d'articles de qualité. Articles de qualité. D'accord? Donc, privilégiez plus les articles, review articles, les méta-analyses, utilisez des ouvrages, mais si je vous dis un classement, faites les articles plus d'articles. Les ouvrages, c'est pour les définitions, c'est pour les écoles de pensée et tout. Les langues, aujourd'hui, on a une... il n'y a pas une préférence. On ne préfère pas une langue au détriment d'une autre langue. L'arabe, c'est une langue extraordinaire. Le français également. L'anglais également. Maintenant, chacun dans sa discipline et chacun, il utilise la langue qu'il aime. On a des thèses aujourd'hui en arabe et on fait des soutenances des thèses en arabe. Il n'y a pas de problème. Français en français, en anglais en anglais. Donc, on choisit une langue. Sauf qu'il y a une réalité qu'il faut dire. Les avancées et les dernières choses, les dernières publications dans des domaines, dans les domaines et les choses les plus récentes, on les trouve dans la langue anglaise. Ça, c'est une réalité. Il faut le dire. Il faut dire cette réalité. Et on prend beaucoup de temps à faire la traduction de l'anglais en français. Et on prend encore beaucoup de temps pour faire la traduction du français vers l'arabe.
D'accord? Donc ici, c'est pour cette raison que je dis que c'est très utile de faire des formations en anglais. Donc, ma présentation, elle touche à sa fin. J'espère j'espère que ça a été utile pour vous. J'espère euh, que je dirais le contenu était fructueux et riche pour vous. Et maintenant, je vais ouvrir, je dirais, le débat hein, en échange. On veut échanger, on veut raconter des choses et puis des expériences. Et s'il y a des choses à partager, s'il y a des conseils à donner. Donc, voilà. Madame Ikram, je pense qu'on va Oui, essayer de recevoir des questions ou bien des choses à dire, des oui, bien expériences. sûr. Alors, vous voulez qu'on commence par les questions et après on passe aux expériences? Oui, bien sûr. J'ai déjà reçu 4 questions, alors je vais vous les poser. Alors, comment déterminer les axes de la thèse d'après la problématique et ce pour les mentionner après dans le plan de thèse? Ça, c'est la première question. OK. Alors, on essaiera de répondre, ou bien je note les questions et puis je réponds. Je vais noter les Ok, questions. vous notez, après vous... D'accord, alors je refais, OK. je recommence. Donc, Alors, la première question question. numéro 1, oui. Comment déterminer les axes de la thèse Alors, d'après la déterminer les problématique axes et de... de OK. la thèse pour ensuite les mentionner dans le plan? Pour ensuite les mentionner dans le plan, bien sûr, en se référant à la problématique. Alors, je passe à la question numéro 2. Oui. Est-ce qu'on peut élaborer un plan avec 5 chapitres et avec des chapitres en fait déjà publiés? C'est en fait la thèse à article. Et Mhm. comment, la question numéro 3, comment on peut inclure les résultats des articles qu'on a publiés dans notre rapport de thèse? Et ce, en termes de chapitres. Je pense que ces 2 questions se retrouvent. La quatrième Madame, question, si vous voulez oui, répéter cette dernière question, s'il vous plaît. d'accord. Alors, comment inclure les résultats des articles qu'on a publiés dans le rapport de thèse sous forme en fait de chapitres? Oui. Alors, je passe à la question 4. Est-ce que les Oui. éléments du plan de thèse doivent nécessairement se baser sur les hypothèses de recherche? Est-ce que les éléments du plan de thèse doivent nécessairement se baser sur les hypothèses de recherche? Et j'ai une dernière question. C'est quoi en fait la différence entre problématique, question posée et problème soulevé? OK. Alors, je vais Après, essayer. on a des mains levées, donc quand vous souhaitez, on va leur donner la parole. OK. D'accord. Alors, je vais Sinon, commencer par... sinon, vous avez beaucoup de remerciements. Tous les doctorants vous remercient infiniment pour votre esprit de partage et pour la qualité et la pertinence en fait de votre présentation. Je remercie également tout le monde et je vous remercie pour de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette formation. Le plaisir, elle est vraiment partagée. Alors, j'essaierai de répondre aux questions. Comment, euh, comment déterminer les axes de la thèse à partir de la problématique? C'est ça, donc je pense la première question. Comment on va déterminer les axes de la thèse à partir de la problématique? Donc, ce que je vous conseille pratiquement de faire, posez devant vous cette problématique. Donc, je suppose qu'il y a déjà un sujet, il y a déjà une problématique. C'est des choses qu'on a sur laquelle on a parlé la dernière fois, sujet de thèse et problématique, je les ai devant moi. OK? Et à partir de ce sujet, de cette problématique, je vais essayer de faire un plan de thèse. Donc, si je vois que j'ai fait de la problématique, contrôle peut-être le tableau de bord et je dirais
tableau de bord et performance, tableau de bord prospectif et performance de l'entreprise. Ou bien la méthode ABC-ABM et la performance de l'entreprise. Donc, là, la problématique, il y a des thèmes. Donc, ou bien je reviens à la problématique de l'abondance scolaire pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Parce que lorsqu'on parle de contrôle de gestion, donc il y a des choses très pointues. Je vais parler de l'abondance scolaire et des facteurs. Donc, je sais que je vais parler de l'abondance scolaire. D'accord. Il y aura l'abondance scolaire. Et puis, ça, c'est une partie, peut-être, je vais parler de l'abondance scolaire et peut-être la lier avec quelque chose d'autre. Et puis, il y aura une partie sur… Donc, je dois parler de ça. Donc, je dis que l'abondance scolaire, il doit être vraiment clair pour le lecteur. C'est quoi l'abondance scolaire? Quelles sont les causes? Et puis, je vais parler des causes et je vais parler des facteurs. Je vais essayer d'écrire ça. Juste des idées comme ça en l'air, je vais essayer de les écrire. Et puis, en même temps, donc, j'écris ces idées et je vais aller faire ma revue de littérature. Et dans la revue de littérature, je reçois des idées. Peut-être je vais lier l'abondance scolaire avec quelque chose d'autre, avec quelque chose qui peut être vraiment utile. Donc, ici, la première partie, peut-être je vais parler des généralités sur l'abondance scolaire. Donc, première partie, c'est ça. Je commence à constituer des parties. Ensuite, je vais parler des causes. Alors, si je vois que les causes sociales sont vraiment… il y a beaucoup de choses à dire, j'aurai partie. Il y aura une partie sur les causes, etc. Donc, je commence à juste mettre des parties. Donc, une partie sur abandon, une partie sur les causes sociales, une partie sur les causes économiques, une partie sur, je ne sais pas, donc d'autres types de causes. Donc, ici, j'ai identifié 4 parties. OK. Ces 4 parties, est-ce qu'ils ont la même, je dirais, la même ampleur ou bien le même contenu ou bien le même poids? Si je vois qu'une partie, elle est très petite, je peux la fusionner avec une autre partie parce que je vais essayer à ce que mon plan soit équilibré. Je vois ou bien je regarde qu'il y a peu de choses à dire dans une partie, je peux la fusionner. Donc, c'est à partir des idées qui seront issues de quoi? De la problématique que je vais démontrer et c'est à partir des idées qui seront issues de mon plan, qui seront issues de la revue de littérature et de l'étude de terrain. Donc, c'est comme ça que je vais essayer de mettre des idées, juste écrire les idées, juste un premier pas. Donc, ce qu'on dit, faites juste le premier pas, écrire les idées. Essayez. Vous pouvez tout changer après. D'accord? Vous pouvez tout changer. Vous pouvez barrer l'idée. Une idée qui ne vous plaît pas, vous pouvez la barrer. Un paragraphe qui ne vous plaît pas, vous le barrez, en rectifier. Donc, juste écrire. D'accord? Et après, je vais essayer peut-être de fusionner un point avec un autre point. Peut-être je vais lire un article qui vient d'être publié et je vais insérer un autre paragraphe. C'est comme ça que ça vient. D'accord? Donc, ça, c'est pour la première question. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'on peut faire 5 chapitres? Oui, vous pouvez le faire. Pourquoi pas? Sauf que, donc, si c'est une thèse sur travaux, cherchez. Moi, je vais vous donner 2 conseils pour les thèses sur travaux. Premier conseil, c'est d'insérer un chapitre méthodologique. Il faut donner de la valeur à la thèse. Il faut dire que la thèse, ce n'est pas un regroupement des articles que j'ai publiés. Il faut dire que votre thèse, c'est au-delà d'un simple regroupement des articles. Il faut le dire, il faut le prouver. Comment insérer un chapitre méthodologique? Parce que pour ne pas recevoir la remarque, vous n'avez fait que combiner des chapitres, que mettre des chapitres l'un à côté de l'autre, que mettre des articles l'un à côté de l'autre. Donc, je ne vais pas aimer recevoir une remarque comme ça. Donc, donner plus de valeur à votre thèse. Comment? Il faut dire que c'est vrai, on a fait des articles, on a publié et on a utilisé ces articles on a fait de l'effort dans ces articles, c'est du travail. Et on a essayé de regrouper ces articles dans le cadre d'une thèse. Mais il faut quand même, parce que les articles, ce n'est pas très développé côté méthodologique. Et la thèse, ça s'appelle une thèse. Ça veut dire côté méthodologique, il doit être vraiment quelque chose de bien, quelque chose de pertinent.
Donc, je dois essayer d'insérer ce chapitre méthodologique. Ça donnera une valeur. Et aussi, je ne dois pas lier. Je ne dois pas lier les articles. Je ne dois pas, je dirais, insérer des chapitres comme ça, mais je dois les lier. Je dois créer des liens entre les chapitres que je publie, les articles que je publie. Si les articles, là je vois que les articles que j'ai publiés, je ne peux pas les mettre ensemble dans une thèse, enlevez, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les articles. Mettez des articles qui vont dans le sens de votre thèse. S'il n'y a pas de lien entre les articles, ça fait, il n'y a pas de lien entre les articles. D'accord? Donc, les articles, c'est toujours bien. C'est toujours bien de les avoir, mais si moi, je préfère, ou là, j'étudie, je travaille sur un sujet de thèse et il n'y a pas de lien entre les articles que j'ai publiés, mais pourquoi je vais chercher midi à 14 heures? Pourquoi je vais me fatiguer pour trouver le lien? Donc, si je dirais, il y a le lien entre les articles que vous avez publiés, vous essayez d'insérer ça dans la thèse. S'il n'y a pas de lien, des articles sont éparpillés, vous n'êtes pas obligé de mettre dans la thèse tous les articles que vous avez publiés. Donc, un article qui va dans le sens de votre thèse, qui va dans le sujet de votre thèse, insérez-le. Un article qui est loin ou bien pour lequel vous ne trouvez pas de lien avec votre thèse, ce n'est pas la peine de le mettre dans la thèse. Donc, ça, c'est pour la thèse sur travaux. Ensuite, une autre question sur... Est-ce que obligatoirement on doit se baser, chaque chapitre doit refléter une hypothèse? Ici, je ne peux pas répondre à cette question pour la simple raison que parfois, oui, on trouve qu'un chapitre, il reflète une hypothèse et on cherche à travailler sur cette hypothèse. Dans certaines disciplines, on peut lire une thèse et chaque chapitre, il est en train de discuter une hypothèse. Mais, par exemple, lorsque je parle des sciences économiques et de gestion, par exemple, donc généralement, dans ce domaine, on trouve que les hypothèses, on les met dans le chapitre méthodologique avec le modèle conceptuel, avec les variables et tout. Bien sûr, ici, je parle de l'approche quantitative. D'accord? Donc, on peut mettre les hypothèses dans un même chapitre. Mais il y a des thèses dans d'autres disciplines. Il y a des chapitres pour chaque hypothèse. Donc, on peut le faire et ça dépend de votre discipline. Si la pratique dans votre discipline en fait ça, vous pouvez le faire. Donc, si c'est admis, si c'est accepté dans votre discipline, et moi je dis toujours, allez chercher dans la discipline qu'est-ce qui se passe et les thèses, comment elles se font. D'accord? Donc, parce qu'il y a des pratiques, il y a des habitudes dans la discipline. Je vais aller chercher dans ma discipline comment on fait ça, mais je ne suis pas toujours obligée. Donc, si je préfère une façon de faire, je vais la défendre et je vais la faire. Et je vais dire au jury, je vais dire à mon directeur de thèse, je vais le convaincre que ça, c'est ma vision des choses. Parce que quand même, je suis un doctorant, je suis quelqu'un qui a fait des études, je suis quelqu'un qui sait comment raisonner, etc. Si j'arrive à défendre ma position, je vais la défendre avec mon directeur de thèse. Si on est d'accord, je ne suis pas toujours d'accord de se conformer aux pratiques. Donc, les pratiques, là, ils changent. Et on cherche à s'améliorer. Donc, si votre pratique, elle est bonne, vous allez commencer vous et les autres, ils vont vous suivre après. Si on voit que la façon que vous avez utilisée pour aborder la thèse, elle est bonne, faites-la et puis les autres, ils vont suivre. Alors, ensuite, il y a une autre question sur différence entre problématique, question de recherche et problème. Donc, ça, c'est une chose de laquelle on a parlé la séance passée. Donc, la séance passée, on a consacré beaucoup de temps pour parler de la problématique, comment on fait la problématique, c'est quoi un problème. Donc, on a dit qu'il y a la phase de la problématisation. Après, il y a la phase, on décrit la problématique. Après, il y a la question centrale de recherche. Et après, il y a les questions spécifiques. Après, il y a les hypothèses. C'est un peu ça la problématique en général. D'accord? Donc, problème, c'est quelque chose qui dérange.
C'est quelque chose auquel on doit trouver une solution. Donc, je dois trouver un problème pour faire une thèse. Parce que si tout va bien, on fait des thèses pour avancer, pour améliorer la situation de l'être humain dans la Terre. C'est pour cette raison qu'on fait de la recherche. Donc, je dois trouver un problème de l'être humain, un problème de la société, un problème d'une entreprise, et je vais essayer à ajouter, je dirais, quelque chose donc à ce problème. Là, je vais essayer de voir comment résoudre ce problème. Donc, problématique, elle a une forme affirmative. Les questions de recherche, ça doit se terminer par un point d'interrogation. Vous voyez? Donc, moi, pour cette question, je vous invite à voir la vidéo, bien l'enregistrement de la séance passée. Il est beaucoup plus détaillé et j'ai même inséré un exemple. Ça veut dire problématisation, il y a un exemple. Question de recherche, il y a un exemple. Question spécifique de recherche, il y a un exemple. D'accord? Donc, pour le doctorant qui a posé cette question, merci de voir l'enregistrement de la séance passée. Il est disponible sur la classe doctorale d'ARCED. Oui, alors, je pense que j'ai répondu aux questions qui ont été posées sur le chat. Maintenant, je pense qu'on peut passer au partage d'expérience. Et le cas échéant, s'il y a des choses à dire par les doctorants. Oui, bien sûr. Alors, j'invite les doctorants qui souhaitent partager leur expérience. Oui, on a des mains qui se lèvent. Alors, on a M. Jawed El-Bourassi. Allez-y, M. Jawed. Monsieur Jawed. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, professeur. Merci pour la richesse encore une fois durant cette séance et pour l'endurance, même si, à ce qui paraît, votre état de santé ne permettait pas une séance aussi importante pour ce soir. Donc, par rapport à la question sur laquelle je voulais échanger avec vous, avec l'audience, par rapport à l'étude empirique. Donc, tout à l'heure, vous avez discuté sur ce point en avançant qu'il vaut mieux d'essayer de travailler la thèse sur les deux volets. Le volet de la première partie de la thèse qui concerne la volet de la nature et le chapitre des généralités, ou bien ça dépend de chaque sujet, le cadre conceptuel, les modèles et les théories, et bien entendu, essayer de ne pas oublier ou de rester connecté avec le terrain. D'ailleurs, le terrain en sciences de gestion est, je dirais, la contribution et la valeur ajoutée la plus importante pour un thésard. Pour le terrain, est-ce que vous pensez qu'il faut essayer au niveau de l'étude empirique de commencer très tôt et d'essayer d'élaborer, par exemple, sur mon cas, je travaille sur une problématique qui est en relation avec l'administration en ligne, c'est-à-dire les gouvernements. Mon terrain, ça peut être, ça dépend jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore osé préparer un questionnaire vu que le questionnaire doit normalement, les items de mon questionnaire doivent tout d'abord être être en harmonie avec le modèle que je n'ai pas encore affecté à 100%, c'est-à-dire le modèle, c'est-à-dire les construits sur lesquels je vais me baser, le modèle hypothético-déductif sur lequel je vais travailler. Les construits, je n'ai pas encore décidé de tous les construits pour pouvoir par la suite récupérer des items à travers la littérature. Les items, en principe, comme vous le savez, des items qui ont été administrés ou bien qui ont été essayer au niveau d'un contexte nord-américain ou bien un contexte de Singapour ou bien un contexte, je ne sais pas, asiatique, doivent normalement être contextualisés au niveau du terrain marocain. La contextualisation, en principe, il faut passer par le paradigme de Churchill
pour essayer de tester les items et de voir est-ce qu'ils auront une, une valeur ajoutée suite aux tests, aux différents tests opérés pour pouvoir les intégrer au niveau du questionnaire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore osé passer à cette étape, alors que je suis en troisième année et je ne sais pas si je suis en retard ou bien j'ai toujours le temps pour essayer d'opérer cette étude empirique. Donc, par la suite, j'ai une autre je dirais, interrogation qui tourne au niveau de mon esprit, c'est par rapport au plan de la thèse. J'ai déjà, d'ailleurs, avancé, j'ai déposé un plan de thèse, mais sans avoir fixé définitivement la problématique. Pour être honnête avec vous, le plan de thèse sur lequel je travaille que j'ai scindé en plusieurs sections et chapitres au niveau d'un dossier, et ça, c'est une technique que j'ai repris d'un professeur très cher à moi qui travaille, qui m'encadre quelque part sur ce volet et que je partage avec le doctorant. Le plan, il ne faut pas juste le mettre au niveau d'un seul papier, mais il faut le scinder au niveau de plusieurs dossiers sur votre fichier de travail. Comme ça, votre plan sera simplifié et vous allez oser à chaque fois écrire quelques paragraphes ou bien carrément prendre d'anciennes thèses qui ont été soutenues déjà dans d'autres contextes et essayer de s'inspirer. C'est d'ailleurs ma manière de faire. Je ne sais pas si je suis une bonne manière ou non. Je vais vous demander bien sûr de m'encadrer et de m'éclairer sur ce point. Donc, ce sont les deux questions que j'ai à l'esprit et c'est la parole à vous. Merci. Merci, Monsieur Jawed, pour votre intervention vraiment riche et pour votre pertinente question. Est-ce que vous êtes en retard vous êtes en troisième année de thèse et partie empirique n'est pas encore faite. Moi, je dis que si vous vraiment les idées sont claires, je ne vais pas vous dire que vous êtes en retard. Non, vous n'êtes pas en retard. Il faut juste, vous pouvez faire ça. D'habitude, on a 3 ans, mais la quatrième année, vous pouvez l'ajouter aussi. On n'est jamais en retard. On fait les choses. Ça dépend des circonstances parce que parfois on veut faire vite, mais lorsqu'on adresse un questionnaire à des entreprises ou bien à des personnes, on ne répond pas rapidement. Donc le retard ne vient pas de moi, mais il vient des autres. Et on comprend ça parfaitement. Donc on comprend ça parfaitement parce que c'est quelque chose qu'on vit, qu'on a vécu, qu'on est toujours en train de vivre, que les doctorants sont toujours en train de vivre. Donc, mais problématique, moi je vois que maintenant, donc la problématique doit être claire. Parce que c'est elle qui va vous orienter le plan de test pour qu'il soit définitif. Et aussi, dans les entretiens, ou bien il faut faire des entretiens avec les gens, partie pratique, il faut avancer. C'est ce que je vous conseille de faire. Donc, voilà, donc si j'ai l'impression que vous êtes un peu inquiet sur le fait que vous êtes en troisième année, que vous n'avez pas encore précisé la problématique. Il ne faut pas chercher la perfection, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Il ne faut pas chercher la perfection, parce que parfois lorsqu'on cherche la perfection, on tarde. Et le retard parfois n'est pas vraiment très souhaitable. Donc, trouver une problématique, il faut la discuter avec le directeur de thèse. Regardez, est-ce qu'il a des choses à ajouter, à vous dire, à votre problématique et comment on peut avancer et avancer même dans la partie pratique. Je ne sais pas, donc,
si j'ai pu un peu vous donner quelques conseils sur ça. Parce que vous n'êtes pas en retard, donc il ne faut pas se culpabiliser. Je suis en retard, non, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes Attends, ça va. Donc bientôt, c'est la partie empirique, vous allez la faire. Mais pour fixer la problématique, moi, je vois qu'il est temps de savoir qu'est-ce que vous voulez, vous cherchez quoi, pour ne pas vraiment tourner dans le vide. Vous voyez? Donc, je vous souhaite vraiment tout le courage de le faire. Et ce n'est pas quelque chose qui est aberrant, c'est quelque chose qui est vraiment très normal. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire, si Jawad ou Sofer, Inch'Allah. Merci, madame. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Alors, en fait, Madame Zeki, on a une question qui revient. En fait, on a Meline Baroudi qui insiste pour poser ces questions. En fait, elle a deux questions. Alors, elle a la première question. Est-ce qu'on peut mettre deux grandes parties au niveau du plan? La première partie sera répartie en deux. Premier chapitre sera le cadre conceptuel de la variable endogène et le deuxième chapitre sera le cadre conceptuel de la variable exogène. S'il vous plaît, je voudrais bien savoir si cela est possible. Et la deuxième question est comment peut-on déterminer les hypothèses? Alors, première question, je ne sais pas, j'aimerais savoir la discipline. Vous êtes de quelle discipline? Parce que est-ce que c'est scinder le plan en deux parties? Scinder le plan en deux parties, oui, c'est toujours possible, mais il faut voir avec le directeur de thèse. C'est toujours possible de mettre partie 1, partie 1 avec 2 chapitres, partie 2 avec 2 ou 3 chapitres. Ben, ça dépend de votre thématique. Ça dépend de est-ce que vous allez, là, vous pouvez ajouter plus de chapitres. Donc ici, je ne peux pas vous répondre parce que ça dépend de votre sujet. Ça dépend de votre sujet, qu'est-ce qu'il demande comme partie. Donc si je vois que, c'est comme ça que je vais procéder moi, et si je vois que j'ai besoin d'un autre chapitre, bien sûr, je vais ajouter un autre chapitre dans la partie 2 ou là dans la partie 1. Mettre de grandes parties, oui, c'est toujours possible. Mais il faut avoir l'accord de votre directeur de thèse. D'accord? Et il y a des directeurs de thèse qui souhaitent 3, 4 chapitres. 4 chapitres. Par exemple, chaque chapitre avec 3, 4 sections. Il y a des directeurs de thèse qui préfèrent cette forme. Donc, oui, c'est possible, sous réserve que votre directeur de thèse vous donne l'accord. Donc, voilà. Madame Ikram, je pense qu'il y a une deuxième partie de la question que j'ai oubliée Oui. de la... Alors, sa spécialité, c'est la finance. Déjà, elle nous a répondu. Et Oui. puis, cette deuxième question, en fait, comment elle peut déterminer les hypothèses? Ok. Alors, comment je peux déterminer des hypothèses? Je peux déterminer des hypothèses à partir de... Il y a une problématique, il y a une revue de littérature. C'est à partir de la revue de littérature que je vais déterminer des hypothèses. Donc, au fur et à mesure que je fais des lectures, au fur et à mesure que j'avance dans la revue de littérature, les articles, etc., et je constate quoi? Je constate que il y a des auteurs, il y a des idées que nous avons. Donc, l'hypothèse, c'est quoi? Ces idées, donc, est-ce qu'on peut les appliquer chez nous? Est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est vérifiable? Donc, on va vérifier que est-ce que cette idée, on peut la vérifier au Maroc, par exemple, ou bien dans un certain nombre d'entreprises. Donc, si vous posez la question sur la source des hypothèses de recherche, ça vient de la revue de littérature. D'accord? Et la revue de littérature, ça me permet de préciser ma problématique. Donc, il y a une problématique.
Il y a une question centrale de recherche et il y a des questions spécifiques de recherche. Et ces questions spécifiques de recherche, ils seront transformés après en des hypothèses qu'on va chercher à valider, oui ou non. D'accord? Donc, c'est comme ça si vous êtes dans une approche quantitative, si vous êtes dans le courant positiviste. Donc, c'est de cette façon-là qu'on détermine des hypothèses. Je fais une revue de littérature, je fixe une problématique, j'essaye de faire sortir des questions, une question centrale, des questions de ma problématique, et j'essaie de formuler des hypothèses de recherche. C'est comme ça que je fais, hein, et c'est comme ça que ça se fait d'habitude si on est dans le courant positiviste et dans l'approche quantitative. J'espère que je vous ai répondu. Alors oui, elle vous remercie énormément pour votre réponse. Et en fait, on a une doctorante qui dit qu'en première année, il n'y a pas de résultat et que est-ce qu'il faut voir le directeur de thèse? Bah oui, clairement, moi j'étais en train de le voir. Oui, alors le directeur, c'est vraiment un partenaire. Ça doit être un partenaire. C'est vraiment, il faut aller bien sûr qu'il faut voir le directeur de thèse et il faut chercher des solutions pour le voir. Oui, oui, je comprends parfaitement votre question. Ça rentre un peu dans la relation directeur de thèse. Vous aurez toujours intérêt à entretenir une très bonne relation avec votre directeur de thèse. Pourquoi? Parce que le directeur ou bien la directrice de thèse, elle va vous orienter. Elle va vous défendre lors de la soutenance. Parce que la thèse, il y a votre nom et il y a son nom. Donc, c'est quelqu'un qui va vous défendre, c'est quelqu'un qui va vous orienter, c'est quelqu'un qui va vous orienter même après la thèse. Ça veut dire, le directeur de thèse, s'il voit que vous êtes vraiment très compétent, vous êtes un doctorant qui est vraiment type, c'est-à-dire exemplaire, quelqu'un qui est bien, il va essayer de vous recommander dans des postes. Il va essayer de vous défendre dans des postes. Il va essayer de parler de vous. C'est ça le directeur de thèse. Et vraiment, la relation doit être bien faite, bien entretenue. Sachant bien qu'il y a une chose que je dois vous dire. Aujourd'hui, les directeurs de thèse, les enseignants ils ont je dirais, une charge. Ils ont beaucoup de choses à faire. Donc, il ne faut pas paniquer s'ils ne répondent pas. Parce que je reçois beaucoup de questions sur le directeur de thèse ne me répond pas. Le directeur de thèse ne veut jamais. Ou là, il est toujours occupé. Il ne fait pas des séances de travail avec moi. Vous n'êtes pas le seul ou bien la seule. Vous n'êtes pas le seul ou bien la seule, mais il faut un peu comprendre et vivre un peu la vie de l'enseignant pour voir un peu les préoccupations que nous avons, pour voir un peu les choses que nous avons. Il y a l'encadrement, bien sûr, c'est une tâche, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Et il y a des choses en parallèle. Donc, soyez vraiment très souple. Soyez souple et cherchez à vraiment soigner et entretenir cette bonne relation. Est-ce que vous allez lui parler? Oui, vous devez lui parler de ça. Vous devez lui parler de vos inquiétudes. Première année, vous êtes inquiète, vous n'avez pas trouvé un sujet, vous n'avez pas trouvé une problématique. C'est un problème commun à tout le monde, à la majorité, pour ne pas dire à tout le monde, mais à la majorité. Donc, dans la première année, c'est la recherche. Mais moi, je vous ai donné un conseil au départ. Je vous ai dit, lisez, faites des revues de littérature et prenez des notes. C'est comme ça que vous allez faire vite. Si vous ne faites pas ça, croyez-moi, vous allez tarder et vous allez tourner dans le vide. Si vous faites uniquement des lectures, vous n'allez pas avancer. Donc, et vous allez avoir ce sentiment que vous n'avancez pas et c'est pas bien. Donc, juste écrire, juste commencer, pas uniquement de lecture et pas uniquement revue de littérature. Lisez, écrivez, faites ces trois en parallèle. Lisez, écrivez et études de terrain. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en pratique, donc côté pratique. D'accord? Est-ce que vous allez commencer en même temps? Oui, vous pouvez commencer en même temps. Faire des questionnaires de départ. Questionnaire de départ. Juste, le terrain. Ça, c'est très recommandé, vraiment. Lisez, lecture, plus écriture en même temps, plus étude de terrain en même temps. C'est les trois piliers. Ces trois piliers, si vous voulez avancer rapidement dans la thèse. Et ces trois piliers, vous pouvez les commencer dès la première année. D'accord? Donc, ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Y a-t-il d'autres choses à dire, s'il vous plaît? Question peut-être ou bien partage d'expérience avant de se libérer?
Alors, en fait, on a une question sur comment peut-on changer de sujet de thèse, sachant que c'est l'encadrant qui l'a suggéré, en fait. Comment on peut le changer, sachant que c'est l'encadrant qui l'a suggéré? Alors, commencez à lire dans le sujet et je vais vous donner un conseil. Pour choisir votre sujet, votre problématique, choisissez quelque chose dans laquelle vous êtes à l'aise. Je donne un exemple. Ça me rappelle, parce que votre question, ça me rappelle une chose que j'ai vécue. Donc, il y avait une recherche là où on était amené à... C'est une recherche sur la cybersécurité. Sur la cybersécurité. Et puis, il y avait les personnes qui ont été chargées de cette recherche n'avaient pas une composante informatique. Donc, ils n'étaient pas doués, ce n'est pas leur domaine. L'informatique, ce n'est pas leur domaine. Donc, ici, ils ont orienté la recherche vers tout ce qui est gestion. Ils ont orienté la recherche vers tout ce qui est aspect managériel et aspect gestion. Et là, si le sujet est proposé, le sujet proposé par votre directeur de thèse vous arrange, faites-le et commencez la lecture et commencez tout. Sinon, prenez le même sujet, mais orientez-le vers des choses qui vous arrangent. Moi, je vous ai donné un exemple de cybersécurité. Les côtés informatiques, ça ne m'arrange pas peut-être, parce que ce n'est pas mon domaine et je ne suis pas vraiment très douée dans tout ce qui est informatique. Ça ne m'arrange pas. Donc, je resterai sur la cybersécurité, mais je vais traiter un côté, le côté managérial par exemple. Je vais traiter le côté benchmarking, qu'est-ce que les autres ils ont fait, et au Maroc, on a besoin de ça. Sans rentrer dans les détails informatiques et sans rentrer dans tout ce qui est informatique, parce que je vais perdre. Sinon, je dois recevoir une formation. Sinon, je dois recevoir une formation, et ce n'est pas toujours évident de recevoir une formation sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas dès le départ. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et ça prend de l'argent. Donc, à la doctorante, je vous dis, puisque c'est un sujet proposé par votre directeur de thèse, si vous avez les compétences de faire ce sujet, ça vous plaît, faites-le. Si vous avez la possibilité de l'orienter vers des choses dans lesquelles vous êtes compétente, vous le faites. Vous restez sur le même sujet et vous l'orientez sur des choses dans lesquelles vous êtes compétente et essayez de vous échapper des choses ou bien des éléments qui vous demandent peut-être une formation de plus, qui vous demandent ou bien des éléments sur lesquels vous n'êtes pas vraiment très à l'aise. C'est ça le conseil que je peux vous donner. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Oui, Madame Ikram, je pense que, je ne sais pas, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Moi, je pense que vous avez tout dit, on a appris beaucoup. C'est vrai qu'on attend à vous voir, Inch'Allah, avec d'autres thématiques pour nous faire profiter de votre générosité scientifique, de votre sens de partage et puis surtout de ces conseils qui sont tellement précieux. Alors moi, je voudrais juste conseiller aux doctorants en fait de ne pas s'isoler, essayer de travailler en groupe. Vous savez, tout le monde, même un sujet qui est pareil, chacun de nous peut le traiter d'une manière différente. Ce n'est plus le lycée ou le collège où il ne faut pas se faire copier par l'autre. Essayez d'avoir le sens de partage et d'échanger. C'est que vous allez apprendre plus en partageant et en échangeant. Et vous allez encore développer votre sens critique et de pratique réflexive. Donc, ne restez pas isolés. Ça ne servira à rien. Vous serez stressé. Quand vous serez entouré, quand vous serez dans un groupe, vous verrez que tout le monde partage les mêmes misères et les mêmes joies. Exactement, Donc, Madame Ikram. Exactement, c'est les mêmes inquiétudes. Première année de thèse, tout le monde est perdu, tout le monde n'a pas de sujet, tout le monde n'a pas de plan, problématique n'est pas claire, un directeur de thèse qui ne répond pas au téléphone, un directeur de thèse qui ne répond pas aux emails. Vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas le seul. Mais on fait avec. On fait avec ça. Patience. Et surtout, pensez au jour où vous allez soutenir votre thèse. Et tout ça, ça va être des souvenirs.
Et j'espère bien la transformer en une aventure qui est bonne et qui est... on veut supprimer les douleurs. On veut vivre la thèse avec un minimum de douleur. Et Oui, il faut juste avec ici, dans la... résilience. Il faut être résilient. Il faut Avec vivre ça résilience, comme une oui, Madame opportunité. Ikram, avec résilience. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, s'il y a une douleur, Ouais. cherchez à la transformer en opportunité peut-être. Hein. Souriez au lieu de paniquer, au lieu de s'inquiéter. Ça va passer, hein, ça va passer. On a tous passé par là, par ces difficultés. On est bien maintenant. Hein, et il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y aura pas de problème. Tout ça va finir et tout ça va aller. Et surtout, persévérance. Faites des choses qui vous plaisent. Communiquez avec les gens. Madame Ekram, elle a vraiment tout à fait raison pour ce très précieux conseil. Si vous êtes toujours enfermé, croyez-moi que vous n'allez pas avancer comme il le faut. Contactez les gens, allez vers les conférences, allez faire des contacts, des entreprises, des interviews, juste questionnaires, juste interview avec un PDG qui va vous parler de ses problèmes. C'est là l'étude de terrain dont je suis en train de vous parler. Dans l'étude de terrain, allez contacter les entreprises. Pourquoi pas? Bouger. Donc, un matin, je me lève, je fais un appel à une entreprise qui est juste à côté de moi. Je rencontre le PDG ou bien je rencontre un directeur, un responsable. Je vais lui dire, mais quels sont les problèmes que vous avez dans cette entreprise, côté ça, et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Donc, ces échanges sont vraiment très, très importants et c'est ces échanges-là qui permettent de se développer, qui permettent d'avoir des idées. On a besoin vraiment des idées. Les idées, où est-ce qu'on va les trouver? Pas à la maison, renfermées dans ma chambre. Non, c'est pas comme ça que je vais trouver des idées. C'est dans les colloques, dans les conférences, maintenant dans les formations, hein, des contacts avec les directeurs, etc. Excusez-moi pour la voix, elle est vraiment détériorée aujourd'hui, mais j'espère que le message soit reçu clairement. Donc, voilà, surtout ne paniquez pas, ça arrive à tout le monde et ça va passer, cette période, ça va passer. Il faut la passer avec un minimum de douleur. Il faut bien gérer ses sentiments et sa psychologie, c'est très important parce que c'est une source de motivation et c'est une source qui va nous permettre... Alors, excusez-moi, donc je remercie tous les doctorants, je remercie tous les présents. C'était un plaisir d'être parmi vous et j'espère se rencontrer un jour en face-to-face. C'est mieux que... Moi, je préfère le face-à-face, c'est mieux que ça. Hein. C'est beaucoup, c'est plus de vie, c'est plus de convivialité. Hein. Et je vous souhaite tout le bon courage. Vous pouvez toujours me contacter si vous en avez besoin pour, je ne sais pas, des conseils, des choses à vous dire. Je suis toujours en contact avec les doctorants et ce sera avec un grand plaisir. Je tiens à remercier Madame Ikram pour votre sympathie, pour votre gentillesse et pour le très bon encadrement de la séance. Hein. Et je remercie Sisleman Borkadi, je remercie Madame Khadija, je remercie tous les responsables ARCED pour ces formations pour les doctorants. Ça ne fait que du bien pour les doctorants, pour le peuple, pour le Maroc, c'est la diffusion du savoir. Je vous remercie. Et je remercie l'auditoire et les doctorants et je vous souhaite que votre thèse soit soutenue dans de très bonnes conditions, Inch'Allah. Wallah yuwaffiq al-jami', Inch'Allah. Merci à tout le monde. Inch'Allah, merci beaucoup. Madame Zakia Rabih, au nom de l'ARCED et de l'Académie de la classe doctorale, nous vous remercions chaleureusement, nous vous remercions infiniment. Vraiment, 1 million de merci pour votre simplicité, pour votre facilité de transmission. Tous les messages passent, mais alors là, d'une facilité inédite. Et puis, tout le monde est content. L'important, c'est qu'on fait ça pour les doctorants. Les doctorants sont partis avec beaucoup d'idées, surtout beaucoup de conseils. Et puis, vivez votre thèse avec amour, faites les choses avec joie. Tant qu'il y a à faire, alors, vous savez, le cerveau, on peut lui mentir. Il suffit de sourire 5 minutes et il pensera que vous êtes heureux. Alors, soyez heureux
et créez votre ResearchGate et créez votre Google Scholar et votre LinkedIn et rentrez, parlez avec les chercheurs, envoyez-leur des messages, vous aurez plein de réponses et ne soyez plus tout seul, ça n'en vaut pas la peine. Et puis, on vous promet qu'on fera plein de formations qui sont gratuites et qui seront aussi certifiées, bien évidemment, parce qu'on comprend que c'est très important pour les doctorants. On vous remercie infiniment pour votre présence. On est ravis que vous soyez avec nous, que vous avez été au rendez-vous pendant les 4 séances. Et donc, bravo alaikum, merci pour votre goût du savoir. Et puis, à très vite. On va essayer de faire plein d'autres formations et aussi avec Madame Zaki, Inch'Allah. Tabarak alaikum et on vous souhaite plein de succès, Inch'Allah, et que vous irez jusqu'au bout de vos rêves. Allah yaskhalkom. Merci infiniment. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Au revoir, à très vite, Inch'Allah, à très très vite. Au revoir. Infiniment. Ouais.